Il existe une civilisation que presque personne ne connaît. Une civilisation qui a défié les pharaons, qui a conclu le plus ancien traité de paix international attesté de l'histoire humaine, qui figurait parmi les premiers à travailler le fer, à une époque où le bronze dominait encore largement ailleurs. Une civilisation dont les archives contenaient des milliers de tablettes d'argile, dont les temples s'élevaient au-dessus des plaines anatoliennes, dont les soldats faisaient trembler les armées égyptiennes. Et pourtant, pendant plus de 2500 ans, cette civilisation a été complètement oubliée, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Comment est-ce possible ? Comment un empire aussi vaste, aussi puissant, aussi sophistiqué peut-il disparaître non seulement de la surface de la Terre, mais aussi de la mémoire collective de l'humanité ? Comment des milliers d'années d'histoire peuvent-elles se dissoudre dans le silence, laissant derrière elles seulement quelques collines mystérieuses en Turquie et des inscriptions que personne ne savait lire ? Et surtout, qui étaient vraiment les Hittites ? Pas les ennemis secondaires que les manuels scolaires mentionnent en passant, pas simplement les adversaires d'Égypte, mais une civilisation entière, avec ses dieux, ses lois, ses angoisses, ses conquêtes et ses catastrophes. Une civilisation qui a existé pendant près de 700 ans au cœur du Proche-Orient antique, qui a façonné l'histoire du monde méditerranéen et qui s'est ensuite effondrée avec une rapidité si stupéfiante que même ses propres habitants n'ont pas eu le temps de comprendre ce qui leur arrivait. C'est cette histoire que nous allons raconter ce soir, lentement, avec tous ses détails, avec toute sa complexité. Une histoire qui commence bien avant la naissance de l'Empire, dans les plaines venteuses de l'Anatolie ancienne, et qui se termine dans les cendres d'une catastrophe dont les archéologues débattent encore aujourd'hui. Installez-vous confortablement. Laissez vos pensées se poser. Parce que ce voyage dans le temps vous emmène dans un monde qui n'existe plus, mais qui a été aussi réel, aussi vivant, aussi tumultueux que le nôtre. Pour comprendre les Hittites, il faut d'abord comprendre la terre qu'ils habitaient, l'Anatolie. Ce grand plateau qui s'étend entre la mer Noire au nord, la mer Méditerranée au sud, l'Égée à l'ouest et les montagnes du Caucase à l'est. Aujourd'hui, c'est la Turquie moderne. Mais dans l'Antiquité, c'était quelque chose de complètement différent. Imaginez un paysage de contradictions. À l'ouest, des vallées fertiles où coulent des rivières lentes, où poussent des oliviers et des vignes, où l'air sent la lavande et la mer. Au centre, un vaste plateau aride, balayé par les vents, couvert d'herbes sèches qui bruissent comme du papier, où les hivers sont d'une rigueur impitoyable et les étés suffocants. À l'est, des montagnes au sommet enneigé même en juillet, des gorges profondes où les torrents descendent avec fracas, des forêts de pins qui sentent la résine et la pluie froide. C'est sur ce plateau central que les Hittites ont construit leur empire. Pas dans les parties agréables et fertiles de l'Anatolie, non, dans la région la plus dure, la plus inhospitalière, la plus difficile à cultiver. Pourquoi ? Parce que cette région offrait quelque chose que les vallées fertiles ne pouvaient pas donner, la sécurité stratégique. Les plateaux étaient faciles à défendre. Les montagnes environnantes formaient des barrières naturelles. Et les rivières, surtout le fleuve Alice, qu'on appelle aujourd'hui le Kızılırmak, le fleuve rouge, dessinaient des frontières naturelles qui permettaient de contrôler les accès. Mais avant que les Hittites n'arrivent, l'Anatolie n'était pas vide, loin de là. Il y avait là, depuis des temps immémoriaux, des populations qui cultivaient la terre, élevaient des moutons et des chèvres, construisaient des villages de pierres et de briques séchées, et pratiquaient des religions dont nous ne savons presque rien. Les archéologues appellent ces populations les Attiens, à ne pas confondre avec les Hittites, même si les deux noms se ressemblent. Les Attiens étaient le peuple autochtone de l'Anatolie centrale, et leur langue était radicalement différente de toutes les langues connues à l'époque. Ces Attiens avaient des dieux, ils avaient des rituels, ils avaient des temples. Ils avaient même une forme d'organisation sociale
qui nous échappe en grande partie, parce que leur écriture, si tant est qu'ils en aient eu une, n'a pas encore été déchiffrée. Nous les connaissons surtout à travers les yeux de ceux qui les ont remplacés, les Hittites eux-mêmes, qui ont conservé de nombreux éléments de la culture attienne, qui ont traduit leurs hymnes religieux, qui ont adopté leurs dieux et leurs cérémonies. C'est une des choses les plus fascinantes des Hittites, leur capacité à absorber et à intégrer les cultures des peuples qu'ils conquéraient. Ils n'effaçaient pas les dieux étrangers. Ils les ajoutaient à leur propre panthéon, déjà encombré de centaines de divinités. Le pays aux 1000 dieux, c'est ainsi qu'on appelait parfois l'empire hittite. Non pas par ironie, mais parce que c'était littéralement vrai. Mais revenons à l'Anatolie d'avant les Hittites. Avant la grande migration indo-européenne qui allait transformer ce plateau pour toujours. À l'aube du 3e millénaire avant notre ère, il y a environ 5000 ans, l'Anatolie était un monde en pleine transformation. Plus au nord, dans les steppes pontiques qui s'étendent aujourd'hui entre la mer Noire et l'Asie centrale, quelque chose était en train de se produire. Des peuples nomades, éleveurs de chevaux, experts en métallurgie du bronze, commençaient à se déplacer. Dans toutes les directions. Vers l'ouest, vers l'Inde, vers la Perse, vers l'Anatolie. Ces peuples parlaient des langues apparentées. Des langues qui constituent aujourd'hui la famille indo-européenne, dont sont issues presque toutes les langues modernes d'Europe et d'Asie du Sud. Les ancêtres des Hittites faisaient partie de ces peuples en mouvement. Il est difficile de dater avec précision cette migration. Les archéologues et les linguistes débattent encore de ses modalités et de son calendrier. Certains pensent que les Indo-Européens sont arrivés en Anatolie vers 2500 avant notre ère. D'autres poussent cette date encore plus tôt. Ce qui est certain, c'est qu'au début du 2e millénaire avant notre ère, vers 2000 avant Jésus-Christ, des populations parlant une langue indo-européenne étaient déjà solidement établies en Anatolie centrale. Ces populations ne sont pas arrivées dans un désert. Elles se sont installées dans un monde déjà densément peuplé, déjà organisé, déjà culturellement riche. Et c'est de la fusion entre ces nouveaux arrivants et les populations autochtones, les Attiens, les Louviens, les Palaïens et d'autres groupes encore, qu'est née la civilisation hittite. Il faut s'arrêter un moment sur cette question des langues, parce qu'elle est cruciale pour comprendre qui étaient vraiment les Hittites. La langue hittite est la plus ancienne langue indo-européenne attestée par des textes écrits. Cela seul la rend extraordinaire. Quand les linguistes du XIXe siècle ont commencé à déchiffrer les tablettes en écriture cunéiforme trouvées en Turquie, ils ont d'abord été désorientés. Cette langue ne ressemblait à rien de connu. Puis, peu à peu, les similitudes ont émergé. Des mots qui rappelaient le sanskrit. Des structures grammaticales qui évoquaient le latin ou le grec. Des racines verbales que l'on retrouvait dans les langues slaves. En 1915, le chercheur tchèque Bedřich Hrozný a publié une démonstration révolutionnaire. La langue des tablettes de Boğazkale était une langue indo-européenne. C'était une découverte qui a changé notre compréhension de l'histoire humaine. Parce qu'elle signifiait que les Hittites n'étaient pas des étrangers, pas des barbares venus d'ailleurs. Ils faisaient partie de la même grande famille linguistique que les Grecs, les Romains, les Persans, les Indiens védiques et, ultimement, les Européens modernes. Mais le hittite était aussi une langue qui avait absorbé énormément d'éléments des langues autochtones. Il contenait des centaines de mots empruntés aux Hattiens, aux Louviens, aux Sumériens, à l'Akkadien. C'était une langue de carrefour, une langue de syncrétisme, une langue qui portait en elle les traces de toutes les rencontres et de toutes les fusions qui avaient donné naissance à la civilisation hittite. Et d'ailleurs, le nom hittite lui-même est une question fascinante. Les Hittites ne s'appelaient pas Hittites. Ils s'appelaient eux-mêmes Nessites ou gens du pays de Nésa, du nom d'une de leurs premières villes importantes. Le nom hittite vient de la Bible hébraïque,
qui les appelle Hittim, les habitants de Heth. C'est seulement au XIXe siècle que les archéologues ont fait le lien entre les Hittim bibliques et le peuple des tablettes cunéiformes d'Anatolie. La Bible mentionne les Hittites à de nombreuses reprises. Abraham leur achète un champ à Hébron pour enterrer sa femme Sarah. Ésaü épouse des femmes hittites. Uri le Hittite est l'un des fidèles soldats du roi David. Et c'est sa femme, Bethsabée, que David enlèvera pour en faire sa concubine, déclenchant une des tragédies les plus connues de l'Ancien Testament. Ces mentions bibliques étaient souvent considérées comme des inventions littéraires par les chercheurs sceptiques du XIXe siècle. La découverte de la civilisation hittite a prouvé qu'elles étaient au contraire une mémoire, déformée et fragmentée certes, mais une mémoire réelle d'un peuple qui avait bel et bien existé. Pour comprendre la naissance de l'État hittite, il faut remonter encore un peu dans le temps et regarder ce qui se passait en Anatolie au début du 2e millénaire avant notre ère. Et pour cela, il faut parler des marchands assyriens. Oui, des marchands assyriens. De ceux de la ville d'Assur, sur le Tigre, dans ce qui est aujourd'hui le nord de l'Irak. Ces marchands avaient établi, vers 2000 avant notre ère, un réseau commercial extraordinaire. Ils avaient créé des comptoirs, des karoum en assyrien, dans des villes importantes de toute l'Anatolie. Ces comptoirs étaient des enclaves commerciales où les marchands assyriens vivaient, travaillaient, stockaient leurs marchandises et réglaient leurs affaires. Le plus important de ces comptoirs était celui de Kanish, aujourd'hui le site de Kulté, près de la ville turque de Kayseri. Et c'est là que quelque chose de remarquable s'est produit. Les archives de ce comptoir ont été retrouvées presque intactes. Des milliers de tablettes d'argile, conservées dans leurs enveloppes originales, racontant les détails quotidiens du commerce anatolien il y a 4000 ans. Ces tablettes nous apprennent que les marchands assyriens importaient en Anatolie des textiles fabriqués à Assur et de l'étain provenant d'Iran ou d'Afghanistan. En échange, ils exportaient de l'or et de l'argent anatolien. C'était un commerce lucratif, sophistiqué, organisé avec une rigueur presque moderne. Les tablettes contiennent des contrats, des reçus, des lettres de crédit, des plaintes de clients mécontents, des disputes entre partenaires commerciaux. Mais ces tablettes nous apprennent autre chose, quelque chose d'encore plus important pour notre histoire. Elles mentionnent les premières villes hittites. Elles nous permettent d'entrevoir, pour la première fois, la société anatolienne dans laquelle les ancêtres des Hittites vivaient. Et elles montrent que cette société était déjà organisée, déjà hiérarchisée, déjà en train de se constituer en petites principautés rivales qui se disputaient le contrôle des routes commerciales. Car les routes commerciales, c'était la clé de tout. L'Anatolie était un carrefour géographique unique. Entre l'Orient et l'Occident, entre les plaines fertiles de Mésopotamie et les côtes de la mer Égée, les routes caravanières traversaient le plateau anatolien depuis des millénaires. Celui qui contrôlait ces routes contrôlait le commerce. Et celui qui contrôlait le commerce contrôlait la richesse. Et celui qui contrôlait la richesse pouvait lever des armées, construire des temples, consolider son pouvoir. C'est dans ce contexte de rivalité entre petites principautés que la ville de Nésa, ou Kanish, est devenue particulièrement importante. C'était une des villes les plus riches et les plus actives de l'Anatolie centrale. Et c'est autour d'elle, vers 1800 avant notre ère, qu'est apparu le premier chef hittite dont nous connaissons le nom avec certitude. Son nom était Pitana. Il était le dirigeant d'une principauté anatolienne appelée Koussar. Et avec une brutalité et une efficacité qui auraient fait frémir ses contemporains, il a conquis Kanish, Nésa, et avec elle, le contrôle d'une grande partie de l'Anatolie centrale. Ces inscriptions se vantent d'avoir tout conquis à la pointe du glaive. Mais elles précisent aussi, et c'est significatif,
qu'il n'a pas réduit en esclavage les habitants des villes vaincues. Il les a plutôt intégrés à son royaume, les laissant vivre selon leurs propres coutumes. Ce sera une constante de la politique hittite pendant des siècles. Son fils, Anita, lui a succédé. Et Anita est une figure fascinante, parce qu'il est le premier souverain hittite dont nous ayons conservé un texte en langue hittite. Un texte qui raconte ses propres conquêtes, ses propres victoires. C'est un des textes historiques les plus anciens écrits dans une langue indo-européenne. Anita a continué l'œuvre de son père. Il a consolidé le contrôle sur l'Anatolie centrale, anéanti plusieurs rivaux et accompli quelque chose de symboliquement crucial. Il a détruit la ville de Hattusa, future capitale des Hittites, et lancé une malédiction solennelle contre quiconque oserait la reconstruire. Que celui qui s'installera à Hattusa soit frappé par le dieu de l'orage, dit la tablette d'Anita. Ce n'était pas une métaphore, c'était une invocation religieuse sérieuse, destinée à décourager toute tentative de reconstruction. La malédiction n'a pas fonctionné. Moins d'un siècle plus tard, un roi dont nous ne connaissons pas encore clairement le nom a ignoré la malédiction d'Anita et a établi sa capitale à Hattusa. Il a fait de cette ville de pierre et de vent, perchée sur ses collines anatoliennes, le cœur d'un empire en construction. Et cette décision, cette violation délibérée d'une malédiction sacrée, allait façonner l'histoire du Proche-Orient antique pour les 5 siècles suivants. Hattusa. Imaginons-la. Nous sommes vers 1700 avant notre ère. La ville se construit sur et autour d'une série de collines rocheuses dans une région légèrement ondulée du plateau anatolien central. Au nord, une grande falaise de calcaire plonge vers un ravin. À l'est et à l'ouest, des vallées encaissées offrent une protection naturelle. Le seul accès facile vient du sud, et c'est de ce côté que les défenses seront les plus massives. Les bâtisseurs hittites ont une approche architecturale qui leur est propre. Ils ne construisent pas en pierre taillée comme les Égyptiens, ni en briques vernissées comme les Babyloniens. Ils construisent avec de la pierre brute soigneusement empilée pour les murs de fondation et de la brique séchée au soleil pour les élévations. Les murs sont épais, très épais, parfois plusieurs mètres de large, avec des contreforts réguliers qui leur donnent une allure de vagues figées dans la pierre. Et il y a les portes. Les portes de Hattusa sont une des merveilles architecturales du monde antique. Pas parce qu'elles sont belles, bien qu'elles le soient, à leur manière rude et austère, mais parce qu'elles sont monumentales d'une façon inattendue. Les montants des portes principales sont ornés de sculptures de lions et de sphinx, massifs, presque abstraits dans leur stylisation, dont les têtes dépassent la hauteur d'un homme. Et puis il y a la fameuse porte du roi, dont le montant est orné d'un guerrier colossal en relief, la tête légèrement tournée, une main tenant une hache, une autre pointée vers le ciel. Il est nu jusqu'à la ceinture, ses muscles saillent sous la pierre, ses yeux regardent vers l'horizon avec une expression qui n'est ni triomphante ni apeurée, juste présente, vigilante. Mais tout cela, les murs, les portes, les temples, ne s'est pas construit en un jour. C'est le fruit de plusieurs siècles d'efforts, de plusieurs rois, de plusieurs phases de construction et de reconstruction. La Hattusa que nous pouvons encore voir aujourd'hui, ou plutôt ses ruines, le site de Boğazkale en Turquie centrale, c'est la Hattusa de l'époque impériale, au XIIIe et XIVe siècle avant notre ère, à l'apogée de la puissance hittite. Mais les fondations remontent beaucoup plus loin. La période qui suit la fondation de Hattusa, qu'on appelle l'ancien royaume hittite, est encore mal connue. Les sources sont rares, les textes fragmentaires, les chronologies incertaines. Mais quelques noms se détachent de l'obscurité. Hattushili Ier. Son nom signifie « celui de Hattusa », un roi qui a pris le nom de sa capitale pour affirmer son identité.
Il a régné probablement au XVIIe siècle avant notre ère, et c'est lui qui a véritablement fondé le royaume hittite au sens plein du terme. Il a mené des campagnes militaires au nord, au sud, à l'est. Il a traversé les montagnes du Taurus et est descendu vers la plaine syrienne, atteignant des villes comme Alep que les rois d'avant n'avaient probablement jamais vues. Il a rapporté des butins, des prisonniers, des connaissances sur le monde extérieur. Mais Atushili Ier est aussi connu pour quelque chose qui n'a rien d'une victoire militaire. Il est connu pour un texte extraordinaire qu'on appelle son testament. Un texte dans lequel il exprime sa colère, sa déception et finalement sa résignation face aux trahisons de sa famille. Les membres de sa propre cour, ses proches, ses neveux, tous ont comploté contre lui, se battant pour le trône, l'abandonnant dans ses moments de faiblesse. Et Atushili, vieux et malade, dicte ses dernières pensées avec une amertume poignante. Mes sujets m'ont trahi, ma famille m'a abandonné. Ceux à qui j'avais donné le plus m'ont causé le plus de tort. Ce n'est pas un texte triomphal, c'est un texte humain, déchirant dans sa sincérité. Et il nous dit quelque chose d'important. Même dans les premières décennies de l'histoire hittite, le problème de la succession au trône était déjà une plaie ouverte. Une plaie qui ne se refermerait jamais vraiment pendant toute la durée de l'Empire. Car c'est là une des grandes faiblesses structurelles de l'État hittite. Il n'avait pas de règles de succession clairement établies et universellement respectées. N'importe quel membre de la famille royale pouvait théoriquement prétendre au trône. Les frères, les fils, les neveux, les cousins, les belles-mères, les reines, tous pouvaient revendiquer le pouvoir, intriguer, comploter, parfois tuer. Atushili Ier a essayé de résoudre ce problème en désignant explicitement son petit-fils Mursili comme successeur, en écartant ses propres fils rebelles. Et Mursili Ier a été un roi extraordinaire. C'est lui qui a mené la campagne la plus audacieuse de tout l'ancien royaume. Une campagne qui a stupéfié le monde antique et dont les conséquences se sont fait sentir pendant des siècles. En l'an environ 1595 avant notre ère, les dates sont encore sujettes à caution parmi les historiens, Mursili Ier a conduit son armée depuis l'Anatolie vers le sud et l'est, à travers les montagnes du Taurus, à travers la plaine syrienne, et a atteint la ville de Babylone. Babylone, la grande ville de Mésopotamie, la capitale du royaume d'Hammurabi, la ville aux ziggourats, que l'on pouvait voir à des kilomètres à la ronde. Mursili l'a prise. Il l'a pillée. Il a emporté la statue de Marduk, le dieu suprême de Babylone, et les autres trésors du temple. C'était un acte d'une audace et d'une puissance symbolique inégalée. Les Hittites n'étaient plus une puissance régionale. Ils venaient de prouver qu'ils pouvaient frapper au cœur même de la civilisation mésopotamienne. Et puis Mursili est rentré chez lui. Il n'a pas occupé Babylone. Il n'a pas colonisé la Mésopotamie. Il s'est contenté de piller et de repartir. Et à son retour, il a été assassiné par son beau-frère Antili. Cette mort violente a plongé le royaume hittite dans une période de troubles qui allait durer plus d'un siècle. Une série de rois qui se succèdent rapidement, souvent de manière violente. Des coups d'État, des meurtres, des purges. La cour hittite des XVIe et XVe siècles avant notre ère ressemble parfois à une tragédie grecque interminable, avec son cortège de trahison, de vengeance et de morts prématurées. Ce n'est qu'avec le roi Télipinu, vers le milieu du XVe siècle avant notre ère, que la situation se stabilise quelque peu. Télipinu est un personnage fascinant. C'était peut-être un bon militaire, on n'en sait pas grand-chose. Mais c'était surtout un réformateur politique d'une lucidité remarquable. Il a compris que la faiblesse principale de l'État hittite était l'absence de règles claires pour la succession et l'administration. Et il a essayé d'y remédier. Son édit,
l'un des textes politiques les plus importants de l'Antiquité orientale, établit pour la première fois des règles précises sur la succession au trône. Le trône doit passer au fils aîné du roi. En l'absence de fils aîné, au deuxième fils. En l'absence de fils, au mari de la fille aînée. Les crimes contre la famille royale doivent être jugés par une assemblée, la pancous, et non par le roi seul. Les nobles ne peuvent pas être exécutés sans jugement régulier. C'était révolutionnaire. Pas parce que ces règles n'existaient nulle part ailleurs, certains éléments se retrouvent dans d'autres codes de l'Antiquité, mais parce que dans le contexte hittite, avec son histoire récente de coups d'État et d'assassinats, ce texte représentait une tentative sérieuse de mettre le pouvoir dans des cadres institutionnels, de remplacer l'arbitraire par des règles. Est-ce que ça a fonctionné ? Partiellement. L'histoire hittite ultérieure montrera que les règles de Télipinu étaient souvent ignorées, contournées, violées. Mais elles ont quand même créé un cadre de référence, une norme vers laquelle la société pouvait se tourner en temps de crise. Et ça, c'était déjà quelque chose. Après Télipinu, l'histoire hittite entre dans une zone d'ombre. Nous manquons de sources pour le reste du XVe siècle avant notre ère. Des noms de rois émergent des tablettes, mais les détails nous échappent. Le royaume semble avoir traversé une période de relative faiblesse, peut-être même de recul territorial. Les voisins. Mitanni à l'est, Kizzuwatna au sud, les peuples de l'Égée à l'ouest, profitent peut-être de cette fragilité pour grignoter les marges de l'Empire. Et puis, aux alentours de 1400 avant notre ère, quelque chose change. Un roi monte sur le trône, ou peut-être plusieurs rois se succèdent rapidement, et le royaume commence à se redresser. C'est le début de ce que les historiens appellent le Nouvel Empire hittite, l'époque de la grande puissance, l'époque des grandes conquêtes, l'époque de la confrontation avec l'Égypte. Le roi qui marque vraiment ce tournant s'appelle Tudhalias II, ou peut-être III, selon les systèmes de numérotation utilisés par les différents historiens. C'est une question technique qui n'est pas encore totalement résolue. Mais peu importe le numéro exact, ce roi a mené des campagnes militaires dans de nombreuses directions, a reconsolidé le contrôle sur l'Anatolie et a commencé à affirmer l'hégémonie hittite sur les États voisins. C'est avec son successeur Suppiluliuma Ier, cependant, que l'empire hittite atteint son premier apogée. Suppiluliuma Ier. Disons ce nom lentement, en le laissant résonner. Suppiluliuma. C'est un nom qui n'appartient à aucune langue que vous reconnaissez. Un nom qui vient d'un monde disparu, d'une culture oubliée. Et pourtant, derrière ce nom se cache l'un des souverains les plus capables et les plus ambitieux du monde antique. Suppiluliuma Ier a régné pendant environ 40 ans, entre environ 1350 et 1320 avant notre ère. Ces dates correspondent à l'époque d'Akhénaton en Égypte, le pharaon hérétique qui avait instauré le monothéisme solaire et déplacé la capitale à Amarna. C'est une coïncidence temporelle qui n'est pas sans conséquence, comme nous le verrons. Suppiluliuma a commencé son règne en consolidant son pouvoir à l'intérieur. Il y a eu, selon les sources, un complot, une confrontation avec d'autres prétendants au trône, peut-être une guerre civile brève. Suppiluliuma en est sorti victorieux, et il a ensuite tourné son regard vers l'extérieur. Sa grande campagne, la campagne qui a transformé le Proche-Orient, a été dirigée contre le royaume du Mitanni. Le Mitanni. Voilà encore un nom qui a presque disparu de la mémoire commune. Et pourtant, le Mitanni était au XVe et au début du XIVe siècle avant notre ère, l'une des grandes puissances du Proche-Orient. Un royaume établi en Haute-Mésopotamie, dans la région du Triangle du Tigre, gouverné par une aristocratie guerrière dont les origines indo-iraniennes semblent établies par la linguistique. Les dieux du Mitanni, Mitra, Varuna, Indra, les Nasatyas, sont les mêmes dieux que dans le Rig Veda,
le plus ancien texte de la religion védique indienne. C'est une connexion stupéfiante, une preuve de l'étendue des migrations indo-européennes. Le Mitanni avait longtemps été une puissance dominante dans la région, capable de tenir en échec à la fois les Hittites au nord et les Égyptiens au sud. Les pharaons de la XVIIIe dynastie avaient d'abord essayé de conquérir la Syrie, mais avaient finalement trouvé un accommodement avec le Mitanni, concluant des alliances matrimoniales. Des filles de rois mitanniens avaient été envoyées dans le harem royal égyptien, scellant la paix entre les deux grandes puissances. Suppiluliuma Ier a vu dans la faiblesse relative du Mitanni, affaibli par des conflits internes, une opportunité qu'il ne pouvait pas manquer. Il a lancé une campagne en 2 phases. La première, peut-être vers 1340, a été un mouvement de diversification. Suppiluliuma a attaqué l'Égypte dans ses zones d'influence syrienne, perturbant l'ordre établi. La deuxième phase, quelques années plus tard, a été la grande offensive directe contre le Mitanni lui-même. Suppiluliuma a traversé l'Euphrate avec son armée, et le roi du Mitanni, Tushratta, a dû fuir. Les grandes villes du Mitanni sont tombées les unes après les autres. Ouashoukhani, la capitale, a été prise. L'empire du Mitanni ne s'est jamais vraiment relevé de ce coup. Suppiluliuma a ensuite tourné son attention vers la Syrie. Les petits royaumes syriens qui avaient longtemps oscillé entre l'orbite égyptienne et l'orbite mitannienne ont dû choisir. Et beaucoup ont choisi les Hittites, ou se sont trouvés dans l'impossibilité de résister. Les grands centres de Syrie du Nord, comme Alep, Katna, Ugarit, sont passés dans l'orbite hittite. C'était une transformation géopolitique majeure. Et c'est là que se produit un épisode parmi les plus étranges et les plus romanesques de toute l'histoire hittite. Dans la ville égyptienne d'Amarna, la capitale provisoire d'Akhénaton, une femme écrit une lettre. Cette lettre est en akkadien, la langue diplomatique du Proche-Orient à cette époque, et elle dit quelque chose de stupéfiant. La femme qui écrit cette lettre est une reine d'Égypte. Nous ne savons pas avec certitude laquelle, peut-être Ankhésénamoun, la veuve du jeune Toutankhamon, peut-être une autre femme de la famille royale. Elle écrit à Suppiluliuma Ier pour lui demander un fils à donner en mariage. « Mon mari est mort, écrit-elle, et je n'ai pas de fils. Mais on dit que tu as beaucoup de fils. Donne-m'en un, et je l'épouserai, et il deviendra roi d'Égypte. » Suppiluliuma, selon ses propres chroniques, a d'abord refusé de croire ce message. C'était trop extraordinaire, trop inouï. Une reine d'Égypte demandait un prince hittite pour gouverner l'Égypte. Il a envoyé un ambassadeur pour vérifier si c'était une vérité ou un piège. La reine a répété sa demande avec une certaine irritation. « Pourquoi dis-tu que je veux te tromper ?» Suppiluliuma a finalement envoyé un de ses fils, un prince qui n'est identifié dans les textes que sous le nom de Zananza. Le prince a pris la route vers l'Égypte. Et il n'est jamais arrivé. Il a été tué en chemin. Par qui? Nous ne savons pas. Peut-être par des factions de la cour égyptienne qui s'opposaient à cette union extraordinaire. Peut-être par les partisans du général Horemheb qui allait bientôt prendre le pouvoir en Égypte. Peut-être par accident, par maladie. Les sources ne disent pas. Ce qui est certain, c'est que la mort de Zananza a provoqué la fureur de Suppiluliuma. Il a lancé des représailles militaires en Syrie égyptienne, ses troupes ont capturé des prisonniers, et parmi ces prisonniers se trouvaient des soldats égyptiens porteurs d'une maladie infectieuse. Ces prisonniers ont été ramenés en Anatolie, et la maladie qu'ils portaient s'est répandue dans le royaume hittite. Suppiluliuma lui-même est mort de cette maladie. Son fils, Arnuanda, deuxième, est mort peu après. Le flambeau a été repris par le fils cadet, Mursili II. Mursili II. Voilà encore un roi qui mérite qu'on s'arrête sur lui.
Il a dû commencer son règne dans des circonstances terribles. La cour était dévastée par l'épidémie. Le pays était en deuil. Les voisins, les Cascas au nord, les peuples de l'Égée à l'ouest, les petits États syriens encore récalcitrants au sud, profitaient de la faiblesse momentanée du royaume pour tester ses défenses. Et Mursili II avait, selon ses propres textes, une faiblesse personnelle gênante. Il bégayait. Ses prières de la peste, des textes extraordinaires où il s'adresse aux dieux pour comprendre pourquoi l'épidémie ravage son pays, mentionnent ce bégaiement, cette parole difficile, cette voix qui se brise quand il veut parler en public. Ces prières sont parmi les textes religieux les plus touchants de toute l'Antiquité. Mursili ne demande pas la victoire aux dieux, il ne demande pas la gloire, il demande à comprendre. Il cherche la raison pour laquelle ces dieux ont permis une telle catastrophe. Il passe en revue les fautes possibles de ses prédécesseurs. Peut-être ses parents ont-ils violé un traité, peut-être ont-ils offensé telle ou telle divinité, peut-être le meurtre du prince hittite Zananza n'a-t-il pas été suffisamment vengé. Et il promet, humblement, solennellement, d'accomplir tous les rituels nécessaires pour apaiser la colère divine. Que le pays ne périsse pas à cause de cette maladie, dit-il dans une de ses prières. Les hommes ont péché, oui, mais maintenant, ô Dieu, ayez pitié. C'est une voix humaine, traversant 4000 ans de silence. Une voix d'un homme qui gouverne un empire, mais qui se sent impuissant devant la souffrance de son peuple. Une voix qui pose des questions auxquelles aucune religion, aucune philosophie, aucune science n'a encore donné de réponse satisfaisante. Malgré ses afflictions personnelles et les crises du début de son règne, Mursili II a réussi à stabiliser l'empire. Il a mené de nombreuses campagnes militaires, ses annales racontent 10 années de guerre sans interruption. Il a repris le contrôle sur les territoires perdus, repoussé les incursions des Cascas au nord, maintenu l'hégémonie hittite en Syrie. Et après Mursili II, la grande période de confrontation avec l'Égypte a pu commencer. Pour raconter la relation entre les Hittites et l'Égypte, il faut d'abord comprendre la géographie de ce conflit. La Syrie était le prix. La Syrie ancienne, pas l'État moderne, mais la région historique qui comprend aujourd'hui la Syrie, le Liban, Israël et une partie de la Jordanie, était la zone de contact et de friction entre les deux grands empires. C'était une région fertile, riche, traversée par des routes commerciales cruciales, peuplée de cités-États sophistiqués qui avaient leur propre culture, leurs propres dieux, leurs propres intérêts. Pour l'Égypte, la Syrie était une zone tampon essentielle. Si l'Égypte contrôlait la Syrie, elle contrôlait aussi les ressources de cèdre du Liban, les routes vers la Mésopotamie, les ports phéniciens. Si elle perdait la Syrie, ses frontières nordiques devenaient vulnérables. Pour les Hittites, la Syrie était la porte vers le sud et vers la mer. Contrôler la Syrie signifiait accéder aux grandes cités marchandes, aux ports de Méditerranée orientale, aux ressources agricoles des plaines du Levant. Les deux empires avaient des visions du monde fondamentalement différentes. L'Égypte était un État centralisé, avec un pharaon divin à sa tête, une bureaucratie sophistiquée, une idéologie religieuse qui plaçait l'ordre cosmique, la Mat, au centre de tout. Le pharaon n'était pas seulement un roi, il était le garant de l'ordre de l'univers. Sa victoire était toujours totale dans l'idéologie officielle, parce que l'idée même de défaite royale était cosmologiquement inacceptable. Les Hittites, eux, avaient une conception du pouvoir plus pragmatique, plus contractuelle. Le roi hittite était grand, oui. Il était proche des dieux, oui. Mais il n'était pas lui-même divin. Il était mortel, faillible, soumis à la volonté des dieux, mais aussi à la réalité politique de sa cour. Et les textes hittites, contrairement aux textes égyptiens, n'hésitent pas à mentionner les défaites, les difficultés, les erreurs.
C'est une différence fondamentale dans la façon de concevoir le pouvoir et d'écrire l'histoire. Le conflit pour la Syrie a commencé sérieusement sous le règne de Séti Ier en Égypte, aux alentours de 1320 avant notre ère. Séti a mené des campagnes en Syrie, a reconquis des villes qui s'étaient placées sous la protection hittite, a affirmé la puissance égyptienne dans la région. Mais ce n'était que le prélude. Le grand acte de ce conflit a été joué par son fils et successeur, Ramsès II, Ramsès le Grand, le pharaon dont les statues colossales sont encore debout à Abou Simbel, dont le visage est peut-être le plus reproduit de toute l'Antiquité, dont le règne de 67 ans reste l'un des plus longs de toute l'histoire égyptienne. Et son adversaire hittite était Mouatali II, fils de Mursili II, un roi dont nous savons moins que nous voudrions, mais dont la figure se dessine clairement dans les textes de la grande bataille qui les a opposés. La bataille de Kadesh. L'an environ 1275 avant notre ère. Parlons d'abord de ce qui a précédé. Ramsès II est monté sur le trône vers 1279 avant notre ère, probablement encore très jeune. Il avait été co-régnant avec son père Séti pendant quelques années. Il était ambitieux, énergique, impatient de confirmer sa grandeur par des actes militaires. La Syrie était la cible évidente. Mouatali II, de son côté, avait déplacé sa capitale du nord de l'Anatolie vers la ville de Taruntassa, plus au sud, justement pour être plus proche du front syrien. Il savait qu'un conflit majeur était inévitable. Il avait mobilisé les ressources de tout son empire et celles de ses alliés. On dit que ses forces comprenaient des contingents de plus de 16 pays différents, des guerriers venus d'Anatolie, de Syrie, de Mésopotamie, de Grèce peut-être. Vers l'an 5e de son règne, environ 1275, Ramsès a rassemblé une armée égyptienne considérable et s'est mis en marche vers le nord. Son armée était organisée en 4 grandes divisions, chacune nommée d'après un dieu. Amon, Ré, Ptah et Seth. Au total, peut-être 20 000 hommes, voire plus, avec des chars de guerre, des archers, des fantassins lourds. L'objectif était Kadesh, une grande ville syrienne sur le fleuve Oronte, dans ce qui est aujourd'hui le nord-ouest de la Syrie. Kadesh était une position stratégique majeure. Qui la contrôlait? Contrôlait les routes entre la côte méditerranéenne et l'intérieur syrien. Ce qui s'est passé ensuite est une des histoires militaires les plus célèbres de l'Antiquité. Et c'est aussi une des premières fois dans l'histoire que nous avons 2 versions de la même bataille. Une version égyptienne et une version hittite, qui ne coïncident pas tout à fait. Ramsès, à la tête de la division Amon, s'est avancé rapidement vers Kadesh. Il avait été informé par des espions, peut-être des traîtres hittites, peut-être de faux déserteurs, que l'armée hittite était encore loin au nord, à Alep, et qu'il pouvait prendre Kadesh sans grande résistance. Cette information était fausse. L'armée de Mouatali II était cachée derrière la colline de Kadesh, de l'autre côté de l'Oronte. Et au moment où la division Amon de Ramsès s'installait dans son camp, avant même que les 3 autres divisions n'arrivent pour la rejoindre, les chars hittites ont surgi de leur cachette en traversant le fleuve. C'est une manœuvre tactique audacieuse, peut-être même brillante. Mouatali avait attendu le moment où Ramsès serait le plus vulnérable, séparé du gros de ses forces, encore en train d'organiser son camp, pour frapper. La division Ré, qui avançait derrière la division Amon, a été percutée de plein fouet par les chars hittites et a failli être détruite. Les soldats égyptiens ont fui. La panique s'est propagée. Et soudain, Ramsès II s'est retrouvé pratiquement seul, entouré d'ennemis, son camp en désordre, ses troupes en déroute. Ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est là que les 2 versions divergent le plus dramatiquement. La version égyptienne
immortalisé dans d'innombrables inscriptions et bas-reliefs sur les murs des temples de Karnak, Luxor, Abu Simbel, raconte un acte d'héroïsme individuel sans précédent. Ramsès, abandonné par ses soldats, invoque le dieu Amon. Et avec une fureur divine, seul contre des milliers, il chasse les Hittites, les repousse dans le fleuve Oronte, remporte une victoire éclatante. « Je me suis levé comme Montou », dit Ramsès dans son poème de Kadesh, « et j'ai frappé à droite et à gauche. J'étais comme Baal dans son heure de puissance. J'ai tué parmi eux, et aucun ne pouvait lever la main contre moi. » C'est une propagande royale d'une efficacité remarquable. Les textes égyptiens présentent Kadesh comme une grande victoire. Les images montrent Ramsès triomphant, les chars hittites retournés, les ennemis noyés dans le fleuve. La réalité était probablement plus nuancée. Il est possible, même probable, que Ramsès ait effectivement accompli un acte de bravoure individuelle dans ce moment de crise. Peut-être a-t-il rallié ses gardes du corps et chargé les Hittites, ouvrant une brèche dans leur ligne. Peut-être que l'arrivée opportune des troupes d'élite Néer, des soldats d'un contingent spécial qui revenaient d'une mission différente, a changé le cours de la bataille. Mais les Hittites ne se sont pas retirés. Kadesh n'est pas tombé. Et Ramsès, après quelques jours, a dû battre en retraite vers l'Égypte. La Syrie du Nord est restée sous contrôle hittite. Du côté hittite, les annales parlent aussi de difficultés. Des chars renversés, des pertes dans la cavalerie légère, un engagement difficile. Mais le texte insiste sur le fait que les Hittites ont tenu leur position et que l'armée égyptienne s'est retirée. Alors, qui a gagné Kadesh ? La réponse honnête est « personne vraiment ». C'était une bataille indécise, un engagement sanglant qui n'a pas résolu la question de la domination en Syrie. Mais pour la propagande égyptienne, c'était une victoire divine. Et pour les Hittites, c'était une confirmation que leur empire pouvait tenir tête à la plus grande puissance du monde antique. Les années qui ont suivi Kadesh ont été des années de guerre intermittentes. Des escarmouches en Syrie, des villes qui changent de main puis les reprennent, des ambassades qui vont et viennent, des menaces et des protestations. Et puis, environ 16 ans après Kadesh, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui, pour la première fois dans l'histoire connue, a pris la forme d'un traité de paix formel entre deux grandes puissances. L'an 21 du règne de Ramsès II, environ 1259 avant notre ère. Un messager arrive à la cour de Ramsès portant une tablette d'argent. Sur cette tablette, gravée en akkadien, se trouve un texte qui commence par une formule solennelle. Le traité que le grand roi, le roi du pays de Hatti, Hattusili, fils de Mursili, a conclu avec Ramsès, le grand roi de l'Égypte. C'était le traité d'Égypte-Hatti, le premier traité de paix international attesté de l'histoire humaine. Hattusili III avait remplacé Muwatalli II après sa mort. Son accession au trône avait elle-même été l'objet d'un coup d'État. Il avait écarté son neveu, le fils légitime de Muwatalli, pour prendre le pouvoir. Cette irrégularité pesait sur sa légitimité. Et peut-être était-ce une des raisons pour lesquelles Hattusili cherchait la paix avec l'Égypte. Une paix solennelle, attestée par écrit, reconnue par le pharaon lui-même, renforçait sa position sur la scène internationale. De son côté, Ramsès avait ses propres raisons pour vouloir la paix. L'empire hittite s'était montré incapable de vaincre définitivement. La guerre en Syrie était coûteuse, épuisante, sans fin. Et de nouvelles menaces émergeaient à l'horizon. Des peuples en mouvement depuis les rives de la mer Égée, des perturbations dans les routes commerciales, des signes inquiétants d'une instabilité plus profonde dans la région méditerranéenne. Le traité a donc été négocié. Ces termes établissaient une paix perpétuelle entre les deux empires, une ligne de partage de la Syrie,
les Hittites gardaient le nord, les Égyptiens le sud, et une série de clauses d'extradition mutuelle. Si un criminel ou un dissident politique s'enfuyait d'un pays vers l'autre, il devait être renvoyé à son pays d'origine. Et la clause précisait, avec une douceur presque étonnante, que le fugitif renvoyé ne devait pas être puni, ni lui, ni sa famille. C'était un document remarquable, pas seulement pour son âge, mais pour sa sophistication diplomatique. Il reconnaissait l'égalité, du moins formelle, entre les deux grandes puissances. Il créait un mécanisme de résolution pacifique des conflits. Il protégeait, dans une certaine mesure, les individus pris dans les engrenages de la politique internationale. Une copie du traité a été trouvée dans les archives hittites de Boaz-Calais, en version akkadienne. Une version fragmentaire en hiéroglyphes a été retrouvée en Égypte. Et une copie, remarquablement, est aujourd'hui exposée dans le bâtiment des Nations Unies à New York, hommage au premier document de diplomatie internationale de l'histoire humaine. La paix a été scellée quelques années plus tard par un mariage diplomatique. Une fille de Hattusili III a été envoyée en Égypte pour devenir l'une des épouses de Ramsès. Les textes égyptiens nous racontent que Ramsès était assez satisfait de son épouse hittite, qui lui a donné un nom égyptien, Maat-Nefrurer, et qu'elle a occupé une position honorable dans la cour. La correspondance entre Hattusili et Ramsès après le mariage a un ton presque amical, presque chaleureux, avec des échanges de cadeaux, des vœux de bonne santé, des demandes de médecins égyptiens pour soigner des dignitaires hittites malades. C'est une image qui contraste avec la propagande guerrière de Kadesh. Deux grandes puissances qui apprennent à coexister, pas sans tension, pas sans méfiance, mais dans le cadre d'une relation formalisée, réglementée, respectueuse d'un certain nombre de normes communes. Mais revenons en arrière pour explorer quelque chose que nous n'avons pas encore vraiment touché. La vie intérieure de l'Empire hittite. Sa religion, sa culture, sa façon de comprendre le monde et la place des humains dans l'univers. Car les Hittites n'étaient pas seulement des guerriers et des diplomates. Ils étaient aussi des penseurs, des artistes, des théologiens. Et leur façon d'aborder les questions fondamentales de l'existence était d'une originalité et d'une richesse qui méritent d'être connues. Commençons par les dieux, parce que les dieux hittites sont quelque chose de vraiment particulier. Les autres civilisations du Proche-Orient antique avaient tendance à organiser leurs dieux en hiérarchie relativement claire. En Égypte, il y avait Rê, Osiris, Horus, Isis. Des dieux puissants avec des rôles définis, des attributs précis, des mythes bien établis. En Mésopotamie, il y avait Anu, Enlil, Enki, Ishtar, une cour divine organisée presque comme une cour royale humaine. Chez les Hittites, c'était différent. Les Hittites avaient un panthéon qui était, littéralement, une collection de tous les dieux de tous les peuples qu'ils avaient jamais rencontrés. Des dieux hattiens, des dieux louviens, des dieux hurrites, des dieux mésopotamiens, des dieux grecs et pré-grecs de la côte égéenne. Tout le monde était invité à la table divine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette multiplicité n'était pas anarchique. Les Hittites avaient une façon pragmatique et quelque part profondément respectueuse de concevoir la relation avec le divin. Si un peuple avait un dieu qui fonctionnait, c'est-à-dire qui répondait aux prières, qui protégeait ses adorateurs, qui manifestait sa présence, alors ce dieu méritait d'être honoré. L'ignorer aurait été à la fois imprudent et irrespectueux. Le dieu le plus important du panthéon hittite était le dieu de l'orage. En hittite, Tarun ou Teshoub dans la version hurrite. C'était un dieu masculin, puissant, associé à la foudre, à la pluie, aux tempêtes. Sur les reliefs hittites, il est représenté debout sur le dos de deux taureaux, un éclair dans une main, une masse d'armes dans l'autre. C'est un dieu de la force brute, mais aussi de la fertilité, car sans la pluie, les récoltes meurent sur pied dans les étés secs du plateau anatolien. À côté du dieu de l'orage, la grande déesse solaire de la ville d'Arina,
une déesse dont le nom féminin en hittite se perdait dans les siècles passés et dont on sait seulement qu'elle était vénérée comme la reine du ciel et de la terre. C'est une figure majeure, peut-être même plus centrale dans la pratique religieuse quotidienne que le dieu de l'orage lui-même. Les reines hittites étaient ses grandes prêtresses. C'est une des religions du monde antique où le pouvoir féminin dans la sphère divine est le plus explicitement reconnu. Il y avait aussi, dans la mythologie hittite, des mythes d'une beauté et d'une complexité remarquables. Le mythe de Télépinu, le dieu de l'agriculture qui, un jour, se fâche pour une raison que les textes ne précisent pas clairement et part s'endormir dans une prairie lointaine, abandonnant le monde à la stérilité. Quand Télépinu s'en fut, les brouillards s'emparèrent des fenêtres. La fumée s'empara de la maison. Dans les foyers, les bûches étouffèrent. Sur les autels, les dieux étouffèrent. Dans les bergeries, les moutons étouffèrent. Dans les étables, les bœufs étouffèrent. La mère cessa de s'occuper de son enfant. La brebis cessa de s'occuper de son agneau. La vache cessa de s'occuper de son veau. C'est un texte d'une puissance poétique réelle. Il décrit l'hiver ou la sécheresse comme la conséquence de la mauvaise humeur d'un dieu. Et pour ramener Télépinu, les autres dieux envoient d'abord une abeille qui retrouve le dieu endormi et le pique pour le réveiller. Mais cela ne fait qu'empirer sa colère. Finalement, c'est une déesse qui parvient à l'apaiser avec des rituels purificateurs. Ce mythe, dans sa structure, ressemble à des mythes qu'on retrouve dans de nombreuses autres cultures. Le dieu qui disparaît, le monde qui s'étiole, le retour victorieux. Mais dans sa version hittite, il a une saveur particulière. La colère du dieu n'est pas expliquée, elle est simplement acceptée. Les dieux ont leurs humeurs. Il ne sert à rien de leur demander des explications. Il faut les apaiser. C'est une vision du monde qui a des implications profondes pour la façon dont les Hittites concevaient leur relation avec le divin. Les dieux sont puissants, capricieux, parfois injustes. Mais ils peuvent être influencés par les rituels, les prières, les sacrifices. La religion n'est pas une question de foi aveugle, mais de négociation constante, de maintenance permanente de la relation entre les humains et le divin. Et les rituels hittites, il faudrait un livre entier pour en parler convenablement, ils étaient d'une complexité extraordinaire. Des rituels de purification pour nettoyer le roi d'une souillure rituelle, des rituels de substitution, où une chèvre ou un prisonnier de guerre prenait symboliquement sur lui des péchés du roi, des festivals saisonniers qui duraient des semaines avec des processions, des banquets sacrés, des compétitions sportives, des représentations théâtrales de mythes divins. Les textes rituels constituent une grande partie des archives de Boaz-Calais. Des milliers de tablettes décrivant, avec une précision presque bureaucratique, exactement ce qu'il fallait faire, dans quel ordre, avec quels ingrédients, avec quelles paroles. C'était une religion de la précision, une religion où la forme avait autant d'importance que le fond, parce que la moindre erreur dans le rituel pouvait offenser un dieu et déclencher des conséquences catastrophiques. La société hittite était organisée d'une façon qui avait sa propre logique interne. À sa tête, le roi, le soleil dans les textes officiels, bien que cette désignation ne soit pas aussi divine qu'en Égypte. Le roi hittite était le grand prêtre, le grand juge, le grand commandant militaire. Mais il était aussi soumis aux lois du pays, à la tradition, à la consultation d'un conseil de nobles. La reine, la Tawanana dans les textes hittites, avait un statut remarquable. Elle n'était pas seulement l'épouse du roi. Elle avait ses propres fonctions religieuses, ses propres revenus, ses propres terres, ses propres serviteurs. Elle pouvait survivre à son mari et garder son titre de reine-mère, même quand un nouveau roi montait sur le trône. Et dans certains cas, elle semble avoir exercé une influence politique considérable. L'histoire de la reine Puduepa
illustre parfaitement ce point. Puduepa était l'épouse d'Atushili III, le roi qui avait conclu le traité de paix avec Ramsès II. Elle était la fille d'un grand prêtre de la ville de Kizzuwatna, une femme d'une intelligence et d'une volonté remarquables. Elle apparaît dans d'innombrables textes officiels, des lettres diplomatiques, des décrets royaux, des textes religieux. Sa correspondance avec Ramsès II et avec son épouse est d'un égal à égal, pas d'une reine vassale à un grand roi. Dans une lettre à Ramsès, elle répond avec une certaine ironie à une demande du pharaon concernant un mariage. « Pourquoi mon frère, Ramsès, me parle-t-il d'or comme si l'or n'était pas aussi abondant en Égypte que la poussière ?» Ce n'est pas le langage d'une femme intimidée, c'est le langage d'une égale. Puduepa était aussi une réformatrice religieuse. Elle a présidé à une révision du panthéon hittite, rationalisant quelque peu la liste infinie des dieux, introduisant des éléments de la religion hurrite, dont elle était issue, dans le culte officiel hittite. C'est elle qui a peut-être supervisé la refonte iconographique de nombreuses divinités, introduisant dans l'art hittite les influences visuelles de la Mésopotamie et du monde syro-anatolien. En dessous du roi et de la reine, la société hittite était organisée en une hiérarchie de nobles, d'officiers, de fonctionnaires, d'artisans, d'agriculteurs et, au bas de l'échelle sociale, des esclaves. Les esclaves hittites avaient, par rapport à d'autres sociétés antiques, un statut légal relativement protégé. Les lois hittites, dont nous avons conservé des codifications, prévoient des compensations pour les esclaves blessés ou tués, limitent les punitions arbitraires et permettent dans certains cas aux esclaves de se libérer de leurs conditions. Car les lois hittites méritent elles aussi qu'on s'y arrête. Le Code des lois hittites est un document fascinant. Rédigé probablement pendant l'Ancien Royaume et révisé à plusieurs reprises, il couvre un spectre étonnamment large de situations. Meurtre, blessures corporelles, mariage, divorce, propriété foncière, commerce, animaux domestiques, sorcellerie, relations sexuelles illicites. Une des caractéristiques frappantes des lois hittites par rapport aux lois babyloniennes de la même époque, comme le Code d'Hammurabi, est leur tendance à remplacer la peine de mort par des compensations financières. Là où Hammurabi disait « œil pour œil », les Hittites disaient souvent « paye une compensation ». Il y avait des exceptions. Certains crimes comme la sorcellerie envers le roi ou les actes sexuels avec des animaux dans certaines circonstances étaient punis de mort. Mais la tendance générale était vers la réparation plutôt que la rétribution. Est-ce que cela signifie que les Hittites étaient plus humains que leurs contemporains ? Ce serait une généralisation dangereuse. Ils menaient des guerres sanglantes, prenaient des esclaves, pratiquaient le sacrifice rituel, ou du moins c'est ce que suggèrent certains textes, même si la question est débattue parmi les spécialistes. Mais dans le domaine du droit civil, leur approche avait une logique pragmatique et sur certains points, progressiste. L'art hittite mérite aussi quelques mots, même si nous ne pouvons pas le voir directement ce soir. Imaginez. Sur les murs des temples de Hattusa, des reliefs en pierre montrent des processions de dieux et de déesses, debout sur leurs animaux sacrés, le dieu de l'orage sur ses taureaux, la déesse solaire sur un trône, des dieux guerriers avec leurs armes, des déesses de la fertilité avec leurs attributs. Les figures sont trapues, robustes, un peu raides dans leur pose. Ce n'est pas l'art gracieux de l'Égypte ou la finesse des reliefs néo-assyriens. C'est quelque chose de plus austère, de plus solennel, qui semble émaner de la pierre elle-même plutôt que d'avoir été imposé sur elle. À Yazilikaya, la roche inscrite en turc, à quelques kilomètres de Hattusa, il y a un sanctuaire rupestre extraordinaire. Dans des gorges de calcaire naturel, les Hittites ont sculpté une procession de dieux. D'un côté, les dieux masculins marchent en file vers le centre. De l'autre, les déesses féminines avancent dans l'autre direction.
Les deux processions se rencontrent en un point central, et là se trouvent les figures les plus importantes, le dieu de l'orage et la grande déesse solaire face à face. C'est une des images les plus fascinantes de tout l'art du Proche-Orient antique. Une vision d'un cosmos ordonné, symétrique, où le masculin et le féminin se font face en égaux. Et dans une salle latérale adjacente, une autre scène. Le roi Tudalias IV, encerclé par les bras protecteurs d'un dieu. Une image de la relation entre le mortel et le divin qui a une douceur presque inattendue dans ce contexte de pierre et de montagne. Yazilikaia n'était pas seulement un site de prière, c'était probablement aussi un site funéraire, ou du moins un lieu lié au culte des morts royaux, à la mémoire des ancêtres, à la continuité entre les vivants et ceux qui les avaient précédés. Les Hittites avaient une relation élaborée avec leurs morts royaux, des rituels funéraires complexes qui duraient plus d'une semaine, des cérémonies de passage vers l'autre monde qui mélangeaient brûler et enterrer, pleurs et festins, sacrifices et libations. La conception hittite de l'après-mort est aussi intéressante dans ce qu'elle révèle sur leur vision du cosmos. Les Hittites ne semblent pas avoir eu une vision particulièrement optimiste de la vie après la mort. Il y avait bien un monde d'en bas, un monde des morts dirigé par une déesse souterraine. Mais ce monde n'était pas un paradis. C'était un lieu d'ombre, de semi-existence, où l'âme du défunt, son esprit vital, continuait d'exister de façon diminuée. C'est peut-être pourquoi les rites funéraires étaient si importants. Ils permettaient à l'âme du défunt de faire une transition aussi douce que possible vers cet état diminué. Et les rites commémoratifs qui suivaient, les offrandes aux morts royaux, le maintien de leur culte, permettaient de garder une connexion avec les ancêtres, de maintenir leur puissance résiduelle au service des vivants. Mais je veux maintenant revenir à la grande histoire politique, parce que les années qui suivent la paix entre Hattusili III et Ramsès II sont d'une richesse extraordinaire, et parce qu'elles préparent les conditions du grand effondrement qui viendra. Le successeur de Hattusili III s'appelait Tudalias IV. Nous l'avons déjà rencontré à Yazilikaia. C'était un roi qui avait conscience de vivre dans une époque difficile. Le monde autour de l'Empire hittite était en train de changer. De nouvelles puissances émergeaient. Les routes commerciales étaient perturbées. Des peuples inconnus se déplaçaient depuis l'Égée vers l'Est. Tudalias IV a néanmoins réussi à maintenir l'Empire. Il a mené des campagnes en Anatolie occidentale, a affronté le royaume d'Arzawa, une puissance égéenne qui occupait la région que les Grecs appelleront plus tard Lydie, et a affirmé sa domination sur les cités côtières. Il a aussi eu des relations complexes avec Assur, la grande puissance assyrienne montant à l'est. Une lettre remarquable de cette époque illustre la hiérarchie internationale de l'époque. Le roi d'Assyrie, Tukulti-Ninurta Ier, cherchait à être reconnu comme un grand roi, c'est-à-dire comme l'égal des grandes puissances, Hatti, Égypte, Babylone. Tudalias IV lui a refusé cette reconnaissance dans des termes qui révèlent tout le système diplomatique du Proche-Orient de l'âge du bronze tardif. Toi, tu es roi d'Assur, mais le titre de grand roi est réservé aux grandes puissances, qu'il se contente de son rang. C'est une remarque d'une arrogance qui nous ferait peut-être sourire aujourd'hui, mais qui dit quelque chose d'important sur la façon dont les Hittites se voyaient eux-mêmes. Ils se percevaient comme membres d'un club exclusif de grande puissance, avec des droits et des dignités particuliers. Et ils défendaient ce statut avec une jalousie qui n'était pas simplement de l'orgueil. C'était une question pratique de rapport de force et de reconnaissance internationale. Après Tudalias IV, son fils Arnuwanda III a régné brièvement. Et puis le dernier grand roi hittite a pris le trône, Suppiluliuma II. Suppiluliuma II. Le porteur d'un des plus grands noms hittites, le même que le conquérant du Mitanni 2 siècles plus tôt. Comme si en donnant à son fils ce nom,
Le père avait voulu invoquer les grands jours de puissance passés. Mais le monde de Suppiluliuma II était très différent du monde de son homonyme. Nous sommes maintenant aux alentours de 1200 avant notre ère. Et partout dans le monde méditerranéen et proche-oriental, quelque chose est en train de se briser. Pour comprendre ce qui va arriver, il faut prendre de la hauteur. Regarder non pas seulement le Proche-Orient, mais l'ensemble du monde méditerranéen de la fin de l'âge du bronze. C'était un monde d'une sophistication et d'une interconnexion remarquables. Des navires marchands sillonnaient la Méditerranée orientale, transportant du cuivre de Chypre, de l'étain d'Afghanistan ou d'Anatolie, du bois de cèdre du Liban, du blé d'Égypte, de l'huile d'olive et du vin de Grèce et de Crète, du verre de Méditerranée orientale, des textiles colorés de Phénicie. Les grandes puissances, Égypte, Hatti, Babylone, Assur, Ugarit, Alachia, Chypre, échangeaient des cadeaux diplomatiques, des lettres, des princesses et des princes en mariage. Les archives d'Amarna en Égypte et d'Ugarit en Syrie nous donnent un aperçu extraordinaire de ce monde globalisé. Les marchands se déplaçaient librement entre les pays. Les artisans travaillaient pour des rois étrangers. Les médecins voyageaient de cour en cour. Les textes littéraires circulaient. Des copies de l'épopée de Gilgamesh ont été retrouvées à Ugarit, à Megiddo en Palestine, à Hattusa. C'était un monde où les cultures se parlaient, s'influençaient, se mélangeaient. Et puis, vers 1200 avant notre ère, tout cela s'est effondré. En quelques décennies. Les historiens débattent encore aujourd'hui des causes précises de cet effondrement, ce qu'on appelle l'effondrement de l'âge du bronze tardif. C'est peut-être le plus grand mystère de toute l'archéologie du Proche-Orient antique. Les théories sont nombreuses. Certains mettent en avant les peuples de la mer, des groupes de raideurs marins venus de l'ouest, peut-être de Grèce, peut-être de la mer Égée, peut-être même d'Anatolie, qui auraient déferlé sur la Méditerranée orientale et détruit une civilisation après l'autre. Les inscriptions égyptiennes des temps de Ramsès III décrivent des batailles terribles contre ces peuples de la mer, à terre et en mer, et semblent indiquer que l'Égypte elle-même a failli succomber avant de repousser l'invasion. D'autres théories mettent en avant les famines. Des analyses paléoclimatiques récentes suggèrent qu'une sécheresse sévère et prolongée a frappé l'ensemble de la Méditerranée orientale vers 1200 avant notre ère. Des récoltes qui échouent année après année. Des famines qui affaiblissent les populations, provoquent des migrations massives, déstabilisent les États. D'autres encore mentionnent les tremblements de terre. Il y a des preuves archéologiques que de nombreuses villes de la région ont été détruites par des séismes vers cette époque. Des villes comme Mycène en Grèce, Lachish en Palestine et plusieurs cités de la côte anatolienne montrent des traces de destruction soudaine et massive qui correspondent plus au modèle d'un séisme qu'à ceux d'une guerre. Et enfin, et c'est peut-être le plus intéressant, certains historiens suggèrent un effondrement systémique. L'interconnexion même du monde de l'âge du bronze tardif, sa sophistication même, était aussi sa plus grande vulnérabilité. Quand une partie du système défaillait, une route commerciale coupée, une récolte qui manquait, une puissance régionale déstabilisée, les chocs se propageaient à travers tout le réseau. Et si plusieurs chocs se produisaient simultanément, tout pouvait s'effondrer en cascade. La vérité est probablement dans la combinaison de ces facteurs. Sécheresse, migration de population, raid des peuples de la mer, peut-être tremblement de terre. Et la fragilité intrinsèque d'un système trop complexe et trop interconnecté pour absorber des chocs multiples simultanés. Pour les Hittites, l'effondrement a été brutal et presque instantané à l'échelle historique. Vers 1200 avant notre ère, les textes commencent à donner des signaux inquiétants. Des lettres urgentes envoyées depuis Ugarit à la cour hittite parlent de navires ennemis aperçus en mer, de raids sur la côte, de villes brûlées. Le roi d'Ugarit écrit au roi de Chypre que sa ville est attaquée
et que ses soldats sont épuisés. C'est une question de vie ou de mort, dit-il. Envoyez des troupes et des navires. Cette lettre n'a jamais été envoyée. Elle a été retrouvée dans le four du scribe d'Ugarit. Elle était en train de cuire pour fixer l'écriture dans l'argile quand la destruction est arrivée. Ugarit a été détruite vers 1185 avant notre ère et n'a plus jamais été habitée de façon permanente. Les correspondances hittites de cette période montrent un État sous pression de toutes parts. Les Cascas au nord font des incursions de plus en plus profondes. Des peuples de l'Égée, les Aïyawa, peut-être les Achéens de l'épopée homérique, perturbent les côtes anatoliennes. Les villes syriennes vacillent, et les récoltes manquent. Il y a une lettre, parmi les dernières trouvées dans les archives d'Ugarit, qui est adressée au pharaon d'Égypte par le dernier roi hittite attesté dans cette correspondance. Elle demande d'urgence de l'aide alimentaire. C'est une question de vie ou de mort, envoyer du grain. Le ton est celui de la panique. Un grand empire, qui quelques décennies plus tôt dictait ses conditions à l'Égypte, supplie maintenant pour avoir à manger. Qu'est-il arrivé précisément à Hattusa ? Les archéologues qui ont fouillé le site ont trouvé des preuves d'incendies massifs dans les derniers niveaux d'occupation. Mais une chose est surprenante. Il n'y a pas de traces d'un massacre ou d'une bataille majeure à l'intérieur de la ville. Les palais, les temples, les archives, tout a été brûlé, mais pas dans le contexte d'un assaut militaire classique. La théorie la plus plausible aujourd'hui est que Hattusa a été abandonné délibérément avant d'être incendié. Les habitants, ou du moins les élites et les fonctionnaires, auraient quitté la ville en emportant ce qu'ils pouvaient, peut-être en prévision d'une catastrophe qui s'annonçait. Et la ville aurait ensuite été incendiée, peut-être par les derniers partants eux-mêmes, pour que rien de valeur ne tombe entre les mains des envahisseurs, ou peut-être par les Cascas qui ont finalement pris possession du plateau anatolien. Vers 1180 avant notre ère, l'empire hittite a cessé d'exister. Pas progressivement, pas en déclinant lentement sur plusieurs siècles, mais soudainement, violemment, totalement. La civilisation qui avait gouverné l'Anatolie pendant 5 siècles s'est évaporée en quelques années. Les derniers Hittites, ou plutôt les héritiers de la culture hittite, se sont peut-être réfugiés en Syrie du Nord. Dans les siècles suivants, une série de petits États syro-anatoliens, qu'on appelle les États néo-hittites, ont préservé certains éléments de la culture hittite. Leur art, leurs dieux, parfois même leurs noms royaux. Carchemish, sur l'Euphrate, a été l'un des centres les plus importants de cette survie culturelle. Hamat, en Syrie centrale. Koumou, en Anatolie du Sud-Est. Ces États néo-hittites ont survécu jusqu'au 8e et 7e siècle avant notre ère, quand ils ont été absorbés un à un par l'Empire assyrien. Et c'est probablement à travers eux que la mémoire des Hittites a filtré dans les textes hébreux de la Bible, ces Hittim qu'Abraham, David et les autres rencontrent en Canaan. Mais la grande civilisation hittite, la puissance impériale qui avait affronté l'Égypte, conclut le premier traité de paix de l'histoire, maîtriser le fer et les chars de guerre. Cette civilisation avait disparu. Et elle est restée disparue pendant plus de 2500 ans. Ce n'est pas une métaphore. Les Hittites ont été aussi totalement oubliés que si leur civilisation n'avait jamais existé. Les grandes religions du monde méditerranéen antique, le judaïsme, le christianisme, l'islam dans un sens élargi, n'ont conservé d'eux que les quelques mentions bibliques des Hittim. Les Grecs, pourtant si proches géographiquement et temporellement des Hittites, ne semblent pas avoir eu de souvenir clair de leur existence. Les Romains n'en savaient rien. Comment est-il possible d'oublier un empire aussi vaste ? Il y a plusieurs réponses. Premièrement, la langue hittite a complètement disparu. Sans une rosette hittite, sans un texte bilingue qui aurait pu servir de clé pour déchiffrer les inscriptions, les tablettes cunéiformes des archives de Hattusa
était aussi incompréhensible que l'écriture extraterrestre d'un roman de science-fiction. Deuxièmement, les Hittites n'ont pas laissé de descendants culturels évidents. Contrairement aux Égyptiens, dont la civilisation a transmis ses images, ses symboles et beaucoup de ses idées religieuses aux cultures qui lui ont succédé, les Hittites n'ont pas eu de successeurs qui auraient porté leur mémoire. Les États néo-hittites étaient trop petits et ont été détruits trop tôt. Troisièmement, le site de Hattusa, à Boğazkale, en Turquie centrale, est dans une région qui n'est pas sur les grandes routes commerciales ou culturelles de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Il n'y avait pas de ville importante à cet endroit, pas de population qui aurait pu transmettre des légendes orales sur ce qui existait là avant. La redécouverte des Hittites est une des aventures intellectuelles les plus fascinantes du XIXe siècle. Elle commence, comme beaucoup de grandes découvertes archéologiques, non pas par une fouille systématique, mais par une coïncidence, un hasard, une curiosité qui s'accroche à quelque chose d'inexpliqué. En 1884, un archéologue irlandais du nom de William Wright publie un livre remarquable, dans lequel il propose une identification audacieuse. Certaines inscriptions en hiéroglyphes inconnus, trouvées sur des pierres en Syrie et en Anatolie, appartiendraient à une même civilisation. Et cette civilisation serait celle des Hittites bibliques. L'idée est accueillie avec scepticisme par l'establishment académique. Les Hittites bibliques, ces Hittim mentionnés en passant dans l'Ancien Testament, comment pourrait-il avoir eu un empire? Mais en 1896, un diplomate et voyageur français du nom de Charles Texier visite le site de Boğazkale. Il l'appelle alors Boğazköy et est stupéfait par l'étendue des ruines. D'énormes murs de pierre, des temples, des portes monumentales. Ce n'est pas un petit site, c'est une grande ville. Qui étaient ses habitants? La réponse commence à se préciser en 1894, quand un voyageur allemand, Karl Humann, et le philologue Otto Puchstein visitent Boğazkale et commencent à documenter les ruines de façon systématique. Et puis, en 1906 et 1907, les fouilles systématiques commencent sous la direction de l'archéologue allemand Hugo Winkler. Winkler est un homme passionné, difficile, parfois erratique. Les témoignages de ses collègues le décrivent comme quelqu'un qui travaille avec une intensité fébrile et une impatience que rien ne peut calmer. Il n'a pas tort d'être impatient, car ce qu'il trouve dans les archives de Hattusa dépasse toutes ses espérances. Des milliers de tablettes d'argile, en cunéiforme acadien, une écriture que les savants pouvaient déjà lire à l'époque grâce au progrès de l'assyriologie du XIXe siècle. Et parmi ces tablettes, des textes en akkadien tout à fait lisibles. Des lettres diplomatiques, des traités, des correspondances royales. Et l'une d'elles, une lettre en akkadien entre le roi hittite et le pharaon d'Égypte, porte le nom d'un pharaon que tout le monde reconnaît. Ramsès. C'était la preuve. Les ruines de Boğazkale étaient bien Hattusa. Et Hattusa était la capitale des Hittites. Winkler est sorti de sa tranchée de fouilles en criant, selon les témoins. La civilisation oubliée était retrouvée. Mais la vraie révolution intellectuelle est venue un peu plus tard, avec le déchiffrement de la langue hittite elle-même. La plupart des textes des archives n'étaient pas en akkadien, mais dans une autre langue. En écriture cunéiforme, certes, mais avec une grammaire et un vocabulaire complètement inconnus. En 1915, dans une publication retentissante dans les cercles académiques, le linguiste tchèque Bedřich Hrozný, dont nous avons déjà parlé, a annoncé avoir déchiffré cette langue. Sa démonstration était basée sur un passage clé d'un texte rituel. Maintenant, mange du pain, bois de l'eau. Les mots pour eau, watar, et mange, une forme du verbe ezan, ressemblaient suffisamment à des mots indo-européens pour que Hrozný saute la déduction essentielle. La langue hittite était indo-européenne.
Cette découverte était si révolutionnaire que de nombreux savants l'ont d'abord rejetée. Comment les Hittites pouvaient-ils parler une langue indo-européenne ? Les Indo-Européens n'étaient-ils pas en Europe et en Asie du Sud ? L'Anatolie n'était-elle pas le domaine des langues sémitiques et de langues agglutinantes sans parenté avec les langues européennes ? Mais l'évidence textuelle était incontournable. La langue hittite est bien indo-européenne. C'est même la plus ancienne langue indo-européenne attestée, antérieure au grec mycénien, au sanskrit védique, au vieux perse. Et sa découverte a profondément modifié notre compréhension des mouvements de peuples et des origines des langues indo-européennes. L'étude des Hittites n'a jamais vraiment cessé depuis Rosny et Winkler. Les fouilles de Boghaz-Calais ont continué tout au long du XXe siècle et se poursuivent encore aujourd'hui. Des milliers de tablettes supplémentaires ont été retrouvées, cataloguées, publiées. Des textes littéraires, religieux, juridiques, historiques, médicaux, astronomiques. Une image toujours plus complète de la civilisation hittite émerge lentement des archives de pierre et d'argile. Et pourtant, les lacunes restent immenses. Nous ne savons pas comment s'est vraiment terminée la civilisation hittite. Nous ne savons pas où sont allés ses habitants après la chute de Hattusa. Nous ne savons pas exactement ce qu'étaient les peuples de la mer et quel rôle ils ont joué dans l'effondrement. Nous ne savons pas encore lire toutes les inscriptions hittites en hiéroglyphes, une écriture différente du cunéiforme utilisée principalement pour les textes publics et les monuments. Et il y a des questions plus profondes encore, des questions qui dépassent les détails techniques de l'histoire hittite. Qu'est-ce que ça voulait dire, être un hittite ? Comment un paysan hittite ordinaire, un homme qui labourait la terre froide du plateau anatolien avec ses bœufs, qui entrait dans le temple local pour demander la pluie, qui payait ses impôts au gouverneur local, comment cet homme se comprenait-il lui-même, dans son monde, dans sa relation aux dieux et aux hommes ? Ces questions, nous ne pouvons y répondre qu'indirectement, par fragments, par inférence. Les archives royales ne parlent pas des gens ordinaires. Les textes rituels supposent une intimité avec les dieux que nous ne pouvons plus partager. Les images sculptées dans la pierre montrent des rois et des dieux, rarement des femmes et des hommes du commun. Et c'est peut-être là, dans cette absence, dans ce silence des sans-voix, que l'histoire des Hittites nous parle le plus profondément. Parce que ce silence n'est pas hittite. Ce silence est universel. Ce sont toutes les civilisations, toutes les époques, tous les empires, dont nous connaissons les noms des souverains et les décrets des rois, mais dont nous ignorons presque tout de la vie de ceux qui bâtissaient les murs, labouraient les champs, moulaient l'argile des tablettes, sculptaient la pierre des temples. Revenons une dernière fois sur ce qui était peut-être la contribution la plus durable des Hittites à l'histoire humaine, le fer. L'âge du bronze, c'est le nom qu'on donne à la période qui va grosso modo de 3000 à 1200 avant notre ère. Bronze, alliage de cuivre et d'étain, métal noble et précieux, dont les armes et les outils étaient le signe de la sophistication technique d'une civilisation. Mais le bronze avait des limites. Le cuivre et l'étain étaient rares et coûteux. Les routes d'approvisionnement en étain, depuis l'Afghanistan, depuis la Cornouaille britannique, depuis l'Anatolie, étaient longues et fragiles. Une perturbation dans ces routes signifiait qu'on ne pouvait plus forger d'armes, d'outils, de chars. Le fer, lui, était partout. Dans presque toutes les roches, dans presque tous les sols. Mais travailler le fer est extraordinairement difficile. Son point de fusion est beaucoup plus élevé que celui du bronze. Pour le rendre ductile, il faut non seulement le chauffer à des températures très élevées, mais aussi le marteler, le travailler à chaud d'une façon particulière, ce qui s'appelle la forge. Et il faut connaître exactement les procédés, la température, le rythme du marteau, la façon de tempérer le métal dans l'eau froide. Ce savoir-faire, les Hittites l'ont maîtrisé les premiers, ou du moins, ils ont été les premiers à l'appliquer à grande échelle. Des objets en fer ont été retrouvés dans des contextes hittites datant du XVIIe siècle avant notre ère.
Il ne s'agit pas encore d'une production de masse, mais de pièces précieuses. Un poignard à lame de fer envoyé comme cadeau diplomatique à un pharaon, une figurine en fer trouvée dans un contexte religieux. Le fer était encore traité comme un métal rare et précieux, peut-être plus que le bronze ou même l'or. Puis, graduellement, au cours du 2e millénaire avant notre ère, les forgerons hittites ont perfectionné leur technique. Ils ont appris à produire un fer de qualité supérieure, assez dur pour faire des pointes de lance, des lames d'épée, des têtes de hache. Et ils ont essayé, avec un succès relatif, de garder ce savoir-faire secret. Les lettres diplomatiques de cette période contiennent des demandes répétées, adressées au roi hittite pour obtenir du fer ou des objets en fer. La réponse hittite est toujours la même, avec des variantes. En ce moment, il n'y a pas de fer disponible. Le four est mort. Quand ce sera possible, nous vous enverrons ce que vous demandez. Refus diplomatique, prétexte technique, il est clair que les Hittites ne voulaient pas partager leur technologie. Ce monopole a duré tant que l'Empire a duré. Quand l'Empire s'est effondré vers 1200 avant notre ère, les artisans du fer hittite se sont dispersés aux 4 coins du monde méditerranéen et proche-oriental. Et avec eux, le savoir-faire qui allait transformer le monde. L'âge du fer a commencé dans les décennies qui ont suivi l'effondrement de l'âge du bronze. Et avec le fer est arrivée une démocratisation de la technologie métallurgique. Là où le bronze était réservé aux élites, aux rois, aux guerriers d'élite, aux temples, le fer pouvait potentiellement être accessible à tout le monde. Le paysan qui pouvait se permettre un soc de charrue en fer labourait plus efficacement. Le forgeron de village qui savait travailler le fer pouvait servir toute une communauté. Les Hittites ne savaient pas qu'ils allaient, en maîtrisant le fer, déclencher une révolution technologique dont les effets allaient se faire sentir pendant des millénaires. Ils cherchaient un avantage militaire et stratégique. Ils ont involontairement changé le monde. Il y a une dernière chose que je veux vous dire ce soir sur les Hittites. Une chose qui me touche profondément chaque fois que j'y pense. Parmi les milliers de tablettes retrouvées dans les archives de Hattusa, il y en a une qui contient un texte d'un genre particulier. Ce n'est pas un traité, ni une prière, ni un inventaire. C'est quelque chose de plus intime. C'est ce que les spécialistes appellent un texte de sagesse. Un texte à caractère philosophique et pratique. Une liste de conseils pour vivre bien, pour se conduire dignement dans le monde, pour naviguer entre les exigences des dieux, des rois et des autres humains. Ces textes existent dans toutes les grandes civilisations du Proche-Orient antique, en sumérien, en akkadien, en égyptien. Et les Hittites en avaient aussi. Ces textes disent des choses comme « ne mens pas, ne vole pas, ne trahis pas tes serments ». Ils disent aussi « respecte les anciens, prends soin des orphelins, ne sois pas cruel avec les pauvres ». Ce sont des conseils qui pourraient venir de n'importe quelle culture, de n'importe quelle époque. Des conseils que vous avez peut-être entendus de votre grand-mère, que vous avez peut-être lus dans un livre de philosophie, que vous avez peut-être vu brodés sur un coussin dans une maison de campagne. Et c'est peut-être là, dans cette universalité, dans cette reconnaissance que des êtres humains qui ont vécu il y a 3500 ans avaient exactement les mêmes préoccupations fondamentales que nous, que se trouve le vrai sens de l'histoire hittite. Pas dans les batailles, pas dans les traités, pas dans les conquêtes, pas même dans le fer ou dans les chars de guerre, mais dans cette continuité silencieuse de l'expérience humaine. Un père hittite qui disait à son fils « Sois honnête, sois courageux, prends soin de ceux qui sont plus faibles que toi. » Et ce fils, qui grandissait sur le plateau anatolien, sous le même soleil, sous la même lune, avec les mêmes peurs et les mêmes espoirs que les enfants de toutes les époques. Les empires s'effondrent, les langues meurent, les dieux sont oubliés, mais quelque chose reste.
Et maintenant, un moment pour s'arrêter sur quelque chose que j'ai évoqué rapidement et qui mérite d'être développé davantage. La métallurgie hittite dans son contexte plus large, et notamment la question du fer et de son rapport avec les grandes transformations militaires et économiques qui ont marqué la fin de l'âge du bronze. Il faut comprendre que les sociétés de l'âge du bronze étaient organisées en grande partie autour de la logistique du métal. Les armées qui se battaient avec des armes en bronze dépendaient de longues chaînes d'approvisionnement. Les mines de cuivre de Chypre et d'Anatolie, les mines d'étain d'Iran ou d'Afghanistan, les routes de caravaniers qui traversaient des centaines de kilomètres de déserts et de montagnes pour amener le métal jusqu'aux forges royales. Cette dépendance créait une vulnérabilité structurelle. Couper les routes de l'étain, c'était l'équivalent, dans l'Antiquité, de couper les lignes d'approvisionnement en pétrole dans le monde moderne. Et c'est exactement ce que les perturbations de l'âge du bronze tardif semblent avoir fait. Les routes commerciales ont été interrompues. L'étain est devenu rare. Les forges royales ont produit de moins en moins. Les armées ont été de moins en moins bien équipées. Les Hittites, qui possédaient à la fois des mines de cuivre et les techniques de travail du fer, étaient dans une position stratégique unique. Ils dépendaient moins des routes extérieures. Ils pouvaient maintenir leur production d'armes même en période de perturbation. Et pendant un temps, cela leur a donné un avantage crucial. Mais même cet avantage n'a pas suffi à les sauver de l'effondrement général. L'un des éléments les plus fascinants de l'archéologie de la fin de l'âge du bronze est la façon dont les derniers rois hittites semblent avoir été conscients de leur vulnérabilité. Les lettres urgentes demandant du grain, que nous avons évoquées, ne parlent pas seulement de famine. Elles parlent d'une société qui a du mal à nourrir ses soldats. Et des soldats mal nourris ne peuvent pas se battre, peu importe la qualité de leurs armes. La fragilité des grandes puissances de l'Antiquité est un thème qui résonne douloureusement avec l'histoire plus récente. Nous avons appris, ou nous devrions avoir appris, que la sophistication d'une civilisation n'est pas une protection contre l'effondrement, que la complexité d'un système le rend souvent plus, et non moins, vulnérable, que les grandes puissances peuvent disparaître non pas parce qu'elles ont été vaincues militairement, mais parce que leur système de support a été trop perturbé pour se maintenir. Les Hittites n'étaient pas différents, et leur effondrement, brutal, rapide, total, devrait peut-être nous donner à réfléchir sur la durabilité de nos propres systèmes, de nos propres empires, de nos propres civilisations. Mais je ne veux pas finir sur une note catastrophiste. Parce que l'histoire des Hittites n'est pas seulement une histoire de destruction et d'oubli. C'est aussi une histoire de survie, de transmission, de résilience. Pensons aux artisans du fer qui se sont dispersés aux quatre coins du monde méditerranéen après la chute de Hattusa. Ces hommes, forgerons, métallurgistes, techniciens, ont emporté avec eux un savoir-faire que le monde attendait sans le savoir. Ils se sont installés en Grèce, en Palestine, en Anatolie occidentale, en Perse. Et partout où ils sont allés, ils ont transmis leur connaissance du travail du fer. Ils ont formé des apprentis. Ils ont enseigné à des artisans locaux les secrets de la forge. C'est ainsi que les technologies hittites du fer ont survécu à l'empire hittite. Non pas dans des textes, les textes ont brûlé avec Hattusa. Non pas dans des institutions, les institutions ont disparu avec les rois. Mais dans les mains et dans la mémoire des artisans, dans ce savoir tacite qui se transmet de maître à élève, de père à fils, de village en village. Et pensons aussi aux textes. Les archives de Hattusa ont brûlé, mais les tablettes d'argile ne brûlent pas vraiment. Le feu cuit l'argile, la durcit, la rend parfois encore plus résistante. Certaines tablettes qui semblent brûler sont en réalité parfaitement préservées. Et quand les archéologues du XXe siècle ont commencé à fouiller à Boascalais, ils ont trouvé des milliers de ces tablettes, certaines intactes, d'autres fragmentaires, mais toujours lisibles. Ces tablettes ont survécu 3000 ans dans la terre. Elles ont attendu, patiemment, que quelqu'un vienne les déterrer et apprendre à les lire. Et quand ce quelqu'un est venu, quand Winkler, Rosny et leurs successeurs ont déchiffré leur langue,
une civilisation entière a ressurgi du silence. C'est quelque chose qui ne cesse de me fasciner dans l'archéologie et dans l'histoire. La façon dont le temps peut à la fois effacer et conserver. Des bâtiments tombent, des villes disparaissent sous la végétation ou le sable. Des langues meurent sans locuteur pour les parler. Et pourtant, dans la terre, dans les papyrus, dans les tablettes d'argile, dans les peintures rupestres et les inscriptions murales, quelque chose survit. Quelque chose attend. Et quand nous le retrouvons, quand nous réussissons à le lire, à le comprendre, à lui redonner vie dans nos esprits, c'est comme si le temps s'effaçait pour un instant. Comme si une main tendue depuis 3000 ans touchait la nôtre. Je veux parler maintenant d'une autre facette de l'héritage hittite que l'on sous-estime souvent, leur contribution à la pensée diplomatique et juridique internationale. Le traité de Kadesh, ou plutôt le traité d'Égypte-Hatti qui a mis fin à l'état de guerre entre les deux empires, n'était pas un document unique dans l'histoire hittite. C'était l'aboutissement d'une longue tradition diplomatique hittite qui avait produit des dizaines, voire des centaines de traités au fil des siècles. Ces traités hittites ont été étudiés avec beaucoup d'attention par les juristes et les historiens du droit international. Et ce qu'ils ont trouvé est remarquable. Les traités hittites, en particulier les traités de vassalité, c'est-à-dire les traités conclus entre le grand roi de Hatti et les rois des États soumis à sa suzeraineté, ont une structure formelle très reconnaissable. Ils commencent généralement par une introduction qui identifie les parties. Puis vient un préambule historique, une section qui résume les événements passés qui ont conduit à la relation actuelle. Puis les termes du traité proprement dit. Les obligations du vassal, les garanties du suzerain, les clauses sur les frontières, le commerce, l'extradition, l'aide militaire. Ensuite, une liste des dieux témoins du traité, invoqués pour garantir les serments. Et enfin, les malédictions et les bénédictions. Ce qui arrivera au vassal s'il viole le traité et ce qui lui arrivera s'il le respecte. Les spécialistes de l'Ancien Testament ont noté une ressemblance frappante entre cette structure et la structure des alliances dans la Bible hébraïque, notamment l'alliance entre Dieu et Israël, telle qu'elle est présentée dans l'Exode et le Deutéronome. Le Dieu d'Israël s'identifie, rappelle son histoire avec son peuple, le préambule historique, établit ses exigences, les commandements, liste les témoins. Le ciel et la terre sont souvent invoqués dans ce rôle dans la Bible, et annonce les conséquences du respect ou de la violation de l'alliance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une transmission culturelle. Les auteurs des textes bibliques connaissaient les formes diplomatiques du Proche-Orient ancien, soit directement, soit par l'intermédiaire des cultures cananéennes qui avaient été exposées aux pratiques hittites et mitanniennes. Et ils ont utilisé ces formes pour exprimer quelque chose de radicalement nouveau. L'idée d'une alliance entre un dieu et un peuple. C'est une des voies par lesquelles la pensée hittite, indirectement, inconsciemment peut-être, a filtré dans les grandes traditions religieuses qui ont façonné le monde occidental. Le judaïsme et, par son intermédiaire, le christianisme et l'islam. Il y a encore quelque chose que nous n'avons pas abordé et qui est pourtant crucial pour comprendre pleinement la civilisation hittite. Leur rapport avec les peuples des côtes et des îles de la Méditerranée orientale. Les textes hittites mentionnent régulièrement un pays qu'ils appellent Aiyawa, ou dans les variantes phonétiques des différentes périodes, Aiyawa, Iyawa. Ce nom a fasciné les spécialistes depuis sa découverte, parce qu'il ressemble étrangement au nom que les poèmes d'Homère donnent aux Grecs, Achaïen, Achaioi en grec ancien. L'identification de l'Aiyawa hittite avec le monde grec mycénien est aujourd'hui largement acceptée par les spécialistes, même si des débats subsistent sur les détails. Les textes hittites parlent de l'Aiyawa comme d'une puissance maritime importante,
avec un roi qui est parfois traité d'égal à égal par les rois hittites et parfois regardé avec condescendance. Il y a des disputes sur des territoires côtiers en Anatolie occidentale. Il y a des plaintes concernant un aventurier, Piyamaradou, qui semble être un noble grec ou pro-grec opérant dans l'orbite hittite comme pirate ou mercenaire. Et il y a une référence, dans un texte que les spécialistes appellent la lettre d'Aiyawa, à un conflit qui implique la ville de Wilusa, un nom que certains spécialistes identifient à Ilion, c'est-à-dire Troie. Si cette identification est correcte, et elle est défendue par des spécialistes sérieux, même si elle est loin d'être universellement acceptée, alors les guerres entre Hittites et Grecs en Anatolie occidentale peuvent avoir fourni un fond historique réel à la tradition épique de la guerre de Troie. C'est une idée vertigineuse. Homère, écrivant peut-être au 8e siècle avant notre ère, 500 ans après les événements qu'il chante, aurait transmis une mémoire déformée, mythifiée, poétisée de conflits réels entre l'empire hittite et les royaumes mycéniens de Grèce. Des noms de rois hittites, filtrés à travers des siècles de tradition orale grecque, auraient pu se transformer en noms homériques. Des villes réelles de l'Anatolie hittite auraient pu devenir les décors de l'Iliade. Nous ne pouvons pas en être sûrs. L'archéologie de Troie, sur le site de Hisarlik en Turquie, a révélé une succession de villes superposées, dont l'une, Troie 7a, a été détruite vers 1250 avant notre ère, dans des circonstances violentes. C'est une coïncidence temporelle suggestive avec la période de la guerre de Troie homérique. Mais l'archéologie ne peut pas nous dire si c'est un siège grec qui a détruit cette ville, ou un tremblement de terre, ou un incendie accidentel. Ce que nous pouvons dire, c'est que les Hittites et les Grecs mycéniens ont coexisté, se sont affrontés, ont peut-être noué des relations diplomatiques et commerciales dans la même période historique. Et que cette coexistence a peut-être laissé des traces, non seulement dans les archives d'argile de Hattusa, mais aussi dans les poèmes qui sont devenus le fondement de la littérature occidentale. L'Iliade et l'Odyssée, que des milliards d'êtres humains ont lu, entendu, étudié, médité depuis 2500 ans, porte peut-être en elle une mémoire, déformée et magnifiée, du monde hittite. C'est une pensée qui me donne le vertige. Et maintenant, approchons-nous de la fin de notre voyage. Nous avons parcouru 7 siècles d'histoire, depuis les premières principautés de l'Anatolie centrale jusqu'à la chute de Hattusa, depuis les tablettes des marchands assyriens de Canis jusqu'aux archives diplomatiques du traité de paix avec l'Égypte, depuis les dieux attiens absorbés dans le panthéon hittite jusqu'aux forgerons qui ont dispersé le savoir du fer aux 4 coins du monde méditerranéen. L'empire hittite a disparu il y a environ 3200 ans. Et pourtant, voici que nous en parlons ce soir. Sa langue a été déchiffrée, ses archives sont étudiées, ses temples sont fouillés, ses dieux sont connus. Ces rois ont retrouvé leur nom et une partie de leur histoire. Ce n'est pas rien. C'est même quelque chose de remarquable. Parce que cela signifie que l'oubli n'est pas éternel. Que les civilisations disparaissent, certes, mais qu'elles peuvent aussi être retrouvées. Que la curiosité humaine, la patience des archéologues, le génie des linguistes peuvent arracher à l'obscurité des pans entiers du passé qui semblaient définitivement perdus. Pensez au moment où Vincleur, dans sa tranchée de Boas-Calais en 1906, a tenu entre ses mains une tablette d'argile portant le sceau du roi hittite Hattusili III et le nom du pharaon Ramsès II. Pensez à ce qu'il a dû ressentir. Ce n'était pas seulement une découverte archéologique, c'était une résurrection. 2 grandes civilisations, l'une connue depuis des siècles à travers ses monuments et ses hiéroglyphes, l'autre oubliée depuis plus de 2 millénaires, se retrouvaient face à face sur un morceau d'argile cuit. Et pensez à ce que Bedřich Hrozný a dû ressentir quand les mots hittites ont soudain révélé leur parenté
avec les langues qu'ils connaissaient depuis l'enfance. Watar, eau. Ezan, manger. Une voix venue de 3000 ans dans le passé, parlant une langue que personne n'entendait plus depuis l'âge du bronze, et pourtant reconnaissable, humaine. La même langue, au fond, que celle que nous parlons tous. L'histoire des Hittites nous laisse avec une question que je veux poser avant que vous ne vous endormiez, avant que le sommeil ne vous emporte vers vos propres rêves, qui sont peut-être eux aussi des résonances de quelque chose de très ancien. Pourquoi continuons-nous à raconter l'histoire des civilisations disparues ? Pourquoi investissons-nous des décennies de travail, des budgets considérables, des vies entières de chercheurs pour déterrer des tablettes d'argile qui parlent d'un empire qui n'existe plus depuis plus de 3000 ans ? On pourrait dire pour la connaissance. Pour comprendre d'où nous venons, qui étaient nos ancêtres, comment les structures politiques et juridiques et religieuses que nous connaissons encore aujourd'hui se sont formées, on pourrait dire pour la prudence. Pour comprendre comment les grandes civilisations s'effondrent, afin d'éviter les mêmes erreurs. On pourrait dire pour l'humilité. Pour nous rappeler que notre propre civilisation, si sophistiquée, si interconnectée, si sûre d'elle-même, n'est pas à l'abri. Mais je crois qu'il y a une raison plus profonde encore. Une raison qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas utilitaire, qui est simplement humaine. Nous racontons l'histoire des Hittites parce que derrière les traités et les batailles, derrière les dieux et les temples, derrière les chars de guerre et les tablettes d'argile, il y avait des êtres humains. Des êtres qui avaient peur de mourir et espéraient vivre longtemps. Des êtres qui aimaient leurs enfants et pleuraient leur mort. Des êtres qui regardaient le ciel nocturne de leur plateau anatolien et se demandaient ce que ces étoiles voulaient dire. Des êtres qui couchaient leurs pensées sur des tablettes d'argile parce qu'ils voulaient que quelque chose de ce qu'ils avaient vécu survive. Et ça a survécu. Pas comme ils l'espéraient peut-être, pas dans la gloire et la puissance, pas dans un empire qui durerait éternellement, pas dans la langue vivante de millions de locuteurs, mais dans quelques milliers de tablettes d'argile, dans les ruines de Boaz Calais, dans les reliefs de Yazidi Kaya, dans les lions de pierre qui gardent encore les portes d'une ville perdue. Leur histoire a survécu pour être racontée ce soir, dans une langue qu'ils n'auraient pas reconnue, à des auditeurs qui n'auraient pas pu imaginer, dans un monde qui n'aurait pas pu rêver. Et peut-être que c'est là, dans cette transmission improbable, dans cette conversation à travers les millénaires, que se trouve quelque chose de profondément réconfortant. Quelque chose qui dit « Rien de ce qui a été vraiment vécu n'est vraiment perdu. La mémoire du monde est plus longue que la vie des empires. Et les histoires, les vraies histoires, celles qui ont été vécues par des êtres humains réels, avec leurs peurs et leurs espoirs et leurs amours et leurs trahisons, ces histoires trouvent toujours, tôt ou tard, des oreilles qui veulent les entendre. Bonne nuit. Et si vous avez des histoires que vous aimeriez entendre, des civilisations oubliées, des figures mystérieuses, des événements que le monde a trop vite effacés de sa mémoire, partagez-les en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Parce que ces histoires méritent d'être racontées. Et vous méritez de les entendre.